Bismillahirrahmanirrahim. Je vous invite pour cette nouvelle émission sur l'amour et la famille et ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps à ce sujet. J'ai invité pour cela deux personnes. Tout d'abord, je vous présente Abdel Hafid, ici présent, et Ulisses, qui nous vient également pour participer à cette discussion. Moi-même, je suis Mohamed Oudihat, parisien comme mes deux invités, ayant fait des études de philosophie et de sociologie, à partir desquelles j'ai abordé le sujet de la famille tel que je vais vous le présenter. Alors je vous propose de commencer par les questions qui vous semblent importantes sur le sujet. Lequel de vous deux commence à présenter? Je vais commencer. Salam alaikum Mohamed. Alors première question, pourquoi l'amour fait mal? Alors pourquoi l'amour fait mal? L'amour fait mal de quelle manière, en quel sens? En l'occurrence, par rapport au divorce, les rencontres qu'on peut faire au quotidien. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces autour de nous? La question que tu poses est juste puisqu'on observe un taux historique de divorce qui n'est pas habituel. Jamais aucune société n'a été aussi marquée par le nombre à la fois de divorces pour les couples mariés, mais aussi par les ruptures pour les couples non mariés. Et c'est vrai que c'est une question d'autant plus juste que quand on regarde une ville comme Paris, qui a la réputation d'être une ville romantique, une ville où on peut s'aimer de façon libre, c'est aussi la ville où on compte le taux de divorce le plus élevé dans le monde. Et au-delà de Paris, ce sont les grandes villes, les grandes capitales du monde occidental moderne, mais aussi de plus en plus les grandes capitales du monde musulman, qui présentent les taux de divorce les plus élevés. Pour être un peu plus précis, on compte environ 50% de divorces tous les 6 ans dans le cas des couples mariés. Dans le cas des couples non mariés qui s'unissent de façon libre et totalement sans cadre aucun contractuel, ni Pacs, ni contrat de mariage, la durée de vie de ces couples-là est beaucoup plus courte. Donc c'est vrai que la question est juste et même la situation est inquiétante parce que cette situation-là concerne de plus en plus les musulmans eux-mêmes qui vivent dans cette même époque, vivent dans ces mêmes sociétés et qui sont traversés par ces mêmes tendances. Je rappellerai, je m'appuierai sur 8 causes majeures, 8 raisons qu'on donne habituellement à ce phénomène de divorce. Ces causes-là sont des causes magiques, c'est-à-dire le lien entre les causes et le résultat n'est pas tout à fait juste, n'est pas vrai, n'est pas pertinent, n'est pas scientifique, on ne peut pas l'établir, mais c'est des causes qui sont connues par les gens, qui sont mobilisées par les gens pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a autant de divorces. La première raison, qui est un peu une blague qu'on entend chez des personnes souvent qui ne croient pas forcément dans une religion et qui ne croient pas par conséquent dans l'intérêt du mariage, et qui vont dire la première cause de divorce, c'est le mariage lui-même. En effet, c'est presque logique. Si les gens ne se mariaient pas, il n'y aurait pas de divorce. Sauf que ce que ne dit pas cette explication, c'est que ceux qui se séparent le plus, ce sont les couples qui se constituent de façon libre en dehors du mariage, et ceux-là ont une durée de vie beaucoup plus courte. Donc ça se compte en quelques heures ou en quelques semaines ou en quelques années, mais ça va très rarement au-delà de quelques années. Et de manière objective, les couples mariés durent plus longtemps, même s'ils sont fragiles aujourd'hui, plus qu'avant, ils durent plus longtemps que les couples qui se constituent en dehors du mariage. Donc cette première cause magique ne peut pas expliquer la cause de divorce. Une deuxième raison qui est mobilisée, ça consiste à dire que les couples qui se séparent aujourd'hui, ce sont des couples qui se sont faits sans s'aimer, donc ils se sont mariés sans s'aimer, et ils se sont mariés sous la contrainte d'un parent ou de la famille qui les a branchés ensemble. Autrement dit, c'est parce qu'ils ont manqué d'amour et de liberté que ces couples vont finir par se séparer. Là aussi, c'est une explication qui semble logique, surtout pour notre époque, mais dans la réalité, la plupart des couples aujourd'hui se constituent de manière totalement libre, et le premier fondement, le premier moteur de ce couple, c'est le fait que l'un et l'autre s'aiment, et c'est la raison d'être de leur engagement. Donc, très paradoxalement, la plupart des couples qui se constituent le font de manière libre et par amour, et pourtant,
ils se séparent beaucoup plus vite que les couples d'avant qu'on a pu connaître. Troisième cause magique qu'on peut entendre autour de soi, ça consiste à dire, si on se sépare aujourd'hui plus qu'avant, c'est parce que on manque d'expérience. On manque d'expérience en amour, d'expérience au niveau du couple. Et en multipliant les expériences amoureuses, les relations avant le mariage, ça permettrait de rendre le mariage beaucoup plus sûr, solide, fiable, durable. Là aussi, c'est une causalité, c'est une cause, une théorie qui semble logique, sauf que dans la réalité, ceux qui pratiquent cette théorie, on les voit partout autour de nous, c'est aussi eux qui ont atteint des records historiques de séparation et de divorce dans le cas des couples mariés. En effet, à force d'essais-erreurs, à force d'expérimenter une femme ou d'expérimenter un homme, à force de les traiter comme une chose finalement, parce que on parle de ces personnes-là comme d'une chose, d'un téléphone qu'on expérimenterait ou d'un gâteau qu'on testerait, on les traite finalement comme une chose. À force de traiter les autres comme une chose, les autres finissent par avoir les mêmes qualités, les mêmes travers que les choses, c'est-à-dire ils deviennent obsolètes. Une fois qu'on les a consommés, ils sont voués à la destruction, ils sont voués à être finis, à être jetés. Finalement, à force de cumuler les essais-erreurs, les relations jetables entre un homme et une femme, on génère non pas plus de fiabilité dans la relation amoureuse et dans le couple, mais bien au contraire, on génère plus d'incertitude, plus de frustration parce que on est constamment en train de comparer l'expérience d'avant avec l'expérience actuelle et l'expérience future qui sans doute sera meilleure qu'avant et qu'actuellement. Donc on rentre dans une problématique et dans des problèmes psychologiques pour le coup en série et qui rendent le couple beaucoup plus incertain qu'avant. Donc cette théorie qui semblait logique, à savoir plus d'expérience pour être plus sûr de bien choisir la bonne personne et rendre le couple plus durable, finalement aboutit à une chaîne d'expériences qui rendent le couple beaucoup plus instable et incertain que ce qu'on a pu connaître auparavant à travers l'histoire des sociétés humaines. D'ailleurs, à ce titre, je citerai une sociologue qui s'appelle Eva Illouz, experte dans la sociologie du couple et de l'amour moderne, et qui dit la chose suivante. La multiplication des partenaires sexuels a considérablement retardé la formation des couples, d'une part, et ne cesse de menacer leur stabilité. Autrement dit, la multiplication des expériences, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça permette de rendre le couple final plus certain et plus dur, plus durable, au final, ça donne un couple beaucoup plus instable. Quatrième cause cause magique qu'on mobilise pour expliquer le taux historique de divorce qu'on connaît aujourd'hui, ça consiste à dire que aujourd'hui l'espérance de vie a augmenté. En effet, hier on vivait un certain nombre d'années, aujourd'hui on vit beaucoup plus, on a beaucoup plus de chances de vivre longtemps, et ça devient beaucoup plus difficile de supporter sa femme pendant 60 ans de vie. Pendant 60 ans de vie, entendre les mêmes blagues qui reviennent en boucle, voir les mêmes défauts se manifester chez l'autre, et ainsi de suite. Et en effet, là aussi, de façon logique, on pourrait croire que l'allongement de l'espérance de vie est une cause majeure dans la fragilisation du couple moderne. Bien que cette explication semble tout à fait logique, elle est pourtant totalement fausse. Pourquoi ? Parce que la majorité des couples, c'est-à-dire 50% des couples qui se séparent lorsqu'ils sont mariés, ils se séparent dans les 6 premières années. Et ceci est vrai pour les grandes villes, les grandes capitales et les grandes villes des sociétés modernes. Et ce phénomène se généralise au niveau du monde musulman également, et d'autres sphères civilisationnelles qui sont également touchées, l'Amérique latine, l'Asie, etc., qui sont également touchées par ce même phénomène. Donc, l'espérance de vie n'a absolument rien à voir pour 50% des ruptures qui se font au niveau des couples mariés. Je n'ai pas mentionné les couples non mariés qui se séparent beaucoup plus vite. Ils n'ont pas attendu les 60 ans de vie commune pour commencer à divorcer. Ils divorcent bien avant. Donc, quoique cette explication semblait attractive, séduisante, elle ne peut pas rendre compte des causes de divorce pour les couples aujourd'hui. Alors si l'espérance de vie qui augmente n'est pas une explication,
quelle autre explication est-ce qu'on peut donner? Dans le monde musulman, on peut mobiliser des raisons un peu plus magiques, ou tout autant magiques, qui consistent à dire qu'il y a l'ayn, il y a le mauvais œil, il y a la sorcellerie, il y a les djinns qui habitent la femme ou qui habitent l'homme, souvent c'est plutôt la femme, bizarrement, qui font que le couple va exploser parce qu'il va avoir des problèmes, de la suspicion, un manque de confiance, d'amour, d'affection qui disparaît du fait du mauvais œil, de la sorcellerie qu'on a pu jeter sur une personne, ou voilà. Ces explications magiques là non plus n'expliquent pas le taux de divorce, parce que c'est une explication qu'on mobilise pour les musulmans, mais bizarrement cette explication n'est plus valable dès lors qu'on pense à des populations qui ne sont pas musulmanes et qui appartiennent à d'autres sphères religieuses, philosophiques et morales. Peut-être une dernière raison que je donnerais, et qui est magique là aussi, c'est Internet. Aujourd'hui, les couples se séparent à cause d'Internet, à cause des sites de rencontres, à cause des réseaux sociaux, à travers lesquels, en effet, les hommes et les femmes peuvent trouver beaucoup plus de partenaires possibles, de filles par lesquelles on peut être séduit ou d'hommes par lesquels on peut être séduit. Et on est constamment en train de comparer sa femme réelle, existante ou potentielle, avec celle qu'on pourrait trouver, qui est toujours mieux, puisque on ne l'a pas et on croit qu'elle est toujours mieux et on la voit dans le champ virtuel. Donc Internet, en effet, d'après une étude qui a été faite en Angleterre sur 2000 personnes, Internet est la cause de 54% de ruptures, couple marié ou non, de ruptures entre hommes et femmes, qui pourtant s'étaient liés par amour et en toute liberté. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'on retrouve exactement la même chose aux États-Unis et de plus en plus dans les sociétés occidentales modernes. On retrouve chez les vieux eux-mêmes, chez les seniors, une explosion des divorces et des séparations alors qu'ils sont âgés. Et on retrouve exactement la même cause, à savoir des seniors qui se branchent sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, et qui finissent par se dire « ma petite vieille avec qui je suis marié depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, finalement j'en ai trouvé une autre qui est un peu plus gentille, douce, belle, ou que sais-je, ou jeune, tu as raison ». Et donc on pourrait croire qu'Internet est en effet une cause majeure. Mais en réalité, aucune de ces causes n'est une cause sérieuse, y compris Internet, qui est plus un facteur déclencheur, accélérateur, ou qui augmente le divorce, mais qui n'est pas une cause. Quelle est la cause? C'est ce qu'on va voir après une petite pause. Merci à vous. Assalamu alaikum, je vous accueille à nouveau pour la suite de cette discussion sur l'amour et la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. On discutait tout à l'heure sur les causes de divorce et les grandes causes, les causes majeures de divorce et de séparation entre les couples, mariés ou non mariés d'ailleurs. Question que tu me posais, Ulisses, et que tu souhaitais compléter. Absolument. Penses-tu que le mariage est encore adapté de nos jours? Alors, je reviendrai à cette question en livrant les causes majeures, puisque j'avais promis précédemment que j'allais présenter les causes majeures de divorce. Et ensuite, on abordera la question de savoir si le mariage est encore, en effet, adapté, s'il n'y a pas de nouvelles formes d'association ou de vie commune plus souhaitables et plus désirables et plus pertinentes pour la société. Alors, j'ai évoqué un certain nombre de causes magiques, une petite dizaine, et la dernière était Internet. Et j'évoquais le fait que sur Internet, finalement, les couples, une fois mariés, ou en dehors du mariage, une fois le couple constitué, 54% des couples divorçaient ou se séparaient en raison d'Internet et de l'utilisation des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc., qui donnaient à chaque instant la possibilité pour un couple, pour un homme et pour une femme, de trouver toujours mieux que la femme ou que l'homme avec qui il est aujourd'hui. Donc si Internet est un facteur qui augmente et qui révèle et qui accélère les séparations, pour autant, ma thèse est la suivante, Internet n'est pas la cause majeure de séparation et de divorce. Alors, quelles sont ces causes-là? Ma thèse est la suivante, c'est ce que je défends sur la base d'études sociologiques, et je m'appuie là sur 2-3 experts du couple et de l'amour moderne, dont Eva Illouz et François de Singly, que je vais citer très prochainement.
La cause majeure réside dans deux valeurs que l'homme moderne et la femme moderne a intériorisées. Ces deux valeurs sont l'indépendance personnelle et le désir de réalisation personnelle, dit autrement de développement personnel ou d'épanouissement personnel. Ça a l'air bateau, ça a l'air simple ou simpliste comme explication. J'ai présenté cette thèse à des gens autour de moi et on m'a renvoyé que c'est finalement une explication banale qu'on peut entendre dans une mosquée ou qu'on peut entendre dans une discussion de bistrot. En réalité, cette thèse-là n'est pas du tout banale puisque toute la sociologie aujourd'hui, le cœur de la sociologie, toutes les études sociologiques rendent compte d'un phénomène majeur qui est l'avènement de l'individualisme. La montée en force, la montée en puissance de l'individualisme dans tous les champs de la vie, que ce soit au travail, dans la religion, dans la famille, dans le rapport à la technologie, dans le rapport au savoir, etc. Donc, c'est pas étonnant que dans le champ de la famille et du couple, on retrouve les mêmes symptômes que dans l'ensemble de la société, à savoir la montée en puissance d'un individu qui affirme deux valeurs comme étant centrales dans sa vie et qui sont l'indépendance et le désir d'épanouissement personnel. À partir du moment où un individu a adhéré à ces deux valeurs-là, il va fragiliser toute possibilité de se mettre en couple. Tout couple est fatalement fragile à partir du moment où l'homme et la femme ont posé comme étant centrales ces deux valeurs-là. Je vais essayer de donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Par exemple, une femme qui tient à cœur son indépendance personnelle aura beaucoup de mal à se mettre avec un homme, aura beaucoup de mal à avoir un enfant, parce que avoir un enfant et avoir un homme, c'est prendre le risque de voir son temps volé, sa liberté, une partie en tout cas, volée par un autre. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai entendu chez des femmes cadres qui se sentent volées dans leur liberté du fait de se mettre avec un homme ou d'avoir un enfant. Je citerai d'autres exemples de la façon dont on peut réagir par rapport à l'épanouissement personnel à partir du moment où on l'a pris comme valeur centrale. Aujourd'hui, on ne supporte plus de s'ennuyer. Un temps mort, un temps d'ennui est devenu insupportable. Quoi qu'on fasse, il faut qu'on y trouve son compte, il faut qu'on trouve du plaisir à le faire. On ne peut pas aller étudier si on ne trouve pas du plaisir à le faire. On ne peut pas aller travailler si on ne trouve pas du plaisir à le faire. On ne peut pas être avec un ami ou avec sa famille si on ne trouve pas du plaisir à être ensemble. Et de la même manière, être avec sa femme ou être avec son mari, ça ne peut être que si on y trouve du plaisir. À partir du moment où le sentiment de plaisir disparaît, à partir du moment où une relation devient désagréable, parce qu'il y a un conflit, il y a une tension, il y a une incertitude, il y a une difficulté, ou il y a simplement de la solitude ou autre situation quotidienne, et ben là, le cœur qui a avalé ces deux valeurs-là, l'indépendance et le désir d'épanouissement personnel, et le besoin de sentir du plaisir à chaque instant, ce cœur-là va se troubler et se sentir mal à l'aise dans cette situation. On ne supporte plus tout ce qui se répète, on ne supporte plus la routine. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On l'entend déjà dans notre rapport au travail. Beaucoup de jeunes, quand on leur dit « qu'est-ce que tu veux faire demain ?», ils vont dire « je veux faire quelque chose, un métier dans lequel je ne vais pas répéter toujours la même chose, je ne vais pas subir et voir tous les jours les mêmes personnes, toujours les mêmes gestes qui vont se répéter. » C'est très marrant de voir qu'on ne choisit plus un métier par son contenu, on choisit un métier dans la mesure où ce métier nous garantit qu'on ne va pas répéter la même chose, voir les mêmes visages, refaire les mêmes gestes pendant 20 ans, pendant 50 ans. Ça devient aujourd'hui inimaginable. Rester dans la même entreprise pendant 3 ans, pendant 5 ans, pour l'ensemble des cadres, les jeunes cadres de notre génération, c'est devenu quelque chose de l'ordre de l'exploit. 10 ans, c'est déjà de l'ordre de l'incroyable. Donc, on est dans un rapport à la société qui a radicalement changé. On ne supporte plus la répétition, à tel point que c'est toute la société de consommation qui nous a formés tout petit déjà à ces réflexes, à ce besoin de changer. Changer de mode, changer de sac à main, changer de chaussures, changer de changer de voyage, de destination, etc., etc. Et aussi bien hommes que femmes, on a ce malaise intime face à toute situation qui se répète, qui impose de la routine, qui impose d'attendre,
qui impose une limite à notre besoin de plaisir. Moi, j'entends des parents, par exemple, dire mon enfant, s'il va à l'école, il faut qu'il y aille en ressentant du plaisir. À partir du moment où il ne ressent plus de plaisir à apprendre telle ou telle matière, les mathématiques, le français, ou même ceux qui envoient leur enfant pour apprendre le Coran, par exemple, à partir du moment où l'enfant dit à ses parents je m'ennuie à l'école coranique, j'aime pas y aller, j'aime pas le professeur, etc. Les parents sont devenus très sensibles aux besoins de plaisir de cet enfant, au point qu'ils vont le retirer de l'école coranique parce qu'il se fie à son sentiment de plaisir et de déplaisir. Donc, quand on a été formaté de cette manière-là, l'homme et la femme qui arrivent en situation de couple demain, c'est cet homme et cette femme qui ne supportent plus le sentiment de déplaisir, qui ne supportent plus tout ce qui va affecter son besoin d'épanouissement personnel. Pascal avait une formule à ce sujet qui dit en substance, Pascal dans les pensées, est-ce que si tu aimes une femme parce qu'elle est belle, est-ce que tu l'aimes vraiment? Non. Parce qu'il suffit qu'elle ait un bouton sur son visage et tout d'un coup l'amour et l'admiration que tu pourrais en avoir s'effondrent aussi brutalement que tu ne l'aimais intensément précédemment. Donc elle vieillit, voilà. Donc dès lors qu'on commence à ressentir les traces, les signes de déplaisir, ça peut être esthétique, ça peut être dans l'ambiance, ça peut être dans la relation, etc. On ne supporte plus cette baisse, entre guillemets, de qualité dans le plaisir qu'on attend de l'autre. On a avalé depuis qu'on est petit un certain nombre d'images de l'amour, d'idéal de l'amour, et d'images de c'est quoi réussir sa vie. Réussir sa vie, et là je vais citer un autre sociologue, je reviens sur Eva Illouz et son ouvrage majeur qui est le fruit de sa thèse sur le couple moderne, qui s'intitule « Pourquoi l'amour fait mal ». Réussir aujourd'hui, ce n'est pas tant avoir de l'argent et un certain niveau de confort. Ça, c'était la version matérialiste, un peu vulgaire de la réussite. Avoir une voiture, une maison, etc. Donc ce n'est pas avoir ce confort-là, c'est se réaliser, avoir une sexualité épanouie, de bonnes relations avec son conjoint et ses enfants, etc. Or, c'est un véritable parcours du combattant, car cela nous contraint à nous demander en permanence ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous ressentons, et si nous ressentons bien ce que nous devrions ressentir. Là, on commence à entrer dans le drame de la psychologie moderne qui pousse l'individu à toujours se demander comment je me sens, est-ce que j'aime ce qui se passe, est-ce que je suis à l'aise, etc. Elle pousse l'individu, tout le discours psychologique moderne pousse l'individu, aussi bien les hommes que les femmes, à être constamment en dialogue avec lui-même pour interroger ses sentiments, ses préférences, ses besoins, ses désirs et s'inventer des problèmes psychologiques là où il y a un réglage en termes de sagesse à faire. Donc je continue la citation. Donc nous sommes en permanence en train de nous demander ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous ressentons, et si nous ressentons bien ce que nous devrions ressentir, donc on commence à devenir un peu fou, puisque la vie émotionnelle est parallèlement devenue très normée. Je devrais être plus heureux. Je devrais aimer davantage ma femme. Je devrais être moins colérique et plus sûr de moi. Donc il y a des normes vers lesquelles on pousse aussi bien les hommes que les femmes, des normes de réussite, des normes de bonheur, des normes de réalisation personnelle, qui font que chacun devient très sensible à son besoin de réalisation personnelle et devient de plus en plus barbare ou agressif dès lors que l'autre empiète sur mon espace personnel. Je vais citer deux exemples de ces deux témoignages de dames qui m'ont raconté leur expérience et qui illustrent bien cette situation qu'on ne supporte plus de voir son épanouissement personnel altéré, menacé par l'autre. Cette dame me dit « Je ne reconnais plus mon mari, il se fait vieux, il est à la retraite. En raison de problèmes de santé, je manque d'autonomie pour faire face aux besoins pratiques du quotidien. J'ai particulièrement besoin de lui, mais lui, il se sent prisonnier avec moi. Il a décidé de me quitter et d'aller voir ailleurs, et de revivre sa jeunesse. Comme je le disais, Internet est un moyen qui permet à cette valeur-là, la valeur centrale de l'épanouissement personnel, de trouver un accès, de trouver un débouché, de trouver une solution.
Finalement, Paris, cette ville qui est connue pour être hyper romantique, est aussi une ville tueuse de couples en série. Elle tue les couples en série pour ces deux valeurs-là, ces deux raisons-là que j'ai données. L'indépendance individuelle, la recherche d'indépendance individuelle et la recherche d'épanouissement personnel. Ce sont ces deux valeurs-là majeures qui tuent le couple aujourd'hui, parce que chaque individu a adhéré à ces deux valeurs comme étant celles qu'il doit chercher à travers son couple. On se met en couple, on se marie pourquoi? On se met en couple et on se marie parce qu'on veut s'épanouir. Et à partir du moment où le couple n'est plus source d'épanouissement, alors il n'y a plus aucune raison de rester en couple. Si l'indépendance personnelle et l'épanouissement personnel est la raison pour laquelle j'entre en couple, je me marie avec une femme, alors c'est aussi la raison pour laquelle je me sépare et je divorce de ma femme. Ce sont donc là les deux causes majeures de divorce aujourd'hui. Bien entendu, il y a plein de raisons, mais là, on touche aux raisons majeures des divorces pour les couples modernes. Donc, nous allons vous laisser, suite à cette deuxième discussion, pour une prochaine émission qui aura lieu très prochainement et pour laquelle nous continuerons avec de nouvelles questions avec nos invités. Merci à vous, salam alaikum.